Il y a 3 jours, papa est mort. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de lui, parce que c'est impossible de faire autre chose. Et je vais essayer de vous parler de ce qu'il m'a apporté pour la littérature. Je sais que les abonnés à la chaîne, enfin les gens qui la suivent depuis quelque temps, ont pu voir mon père à 2 reprises dans 2 vidéos. Je vais en mettre une en fin de vidéo et les liens en description. La première avait été tournée alors qu'on soupçonnait qu'il était malade, mais on n'avait pas encore le diagnostic. Et elle a été... Les 2 seules vidéos avec mon père ont été des vidéos du dimanche, alors que normalement mes vidéos en compagnie sont des vidéos bonus. Mais en fait, l'annonce de son diagnostic a fait que je n'ai pas été capable de tourner. Et puis pour la deuxième, c'est que ça avait... c'est que j'ai fait passer la sienne avant la mienne, et c'était très bien comme ça. Donc la première, c'était sur l'année 74 en bande dessinée. Et le diagnostic, bon, mais il a été terrible. Alors, il y a eu plusieurs étapes, mais on a retenu la date du 19 août dernier comme la date où on a compris que papa avait un problème au pancréas. Et on a su assez rapidement, grâce à évidemment des examens complémentaires, qu'il avait bel et bien un cancer au pancréas. Comme vous le savez probablement, c'est assez, ça peut être connu, mais ce sont des choses que l'on connaît quand on vieillit. Le cancer au pancréas est un des plus mortels, alors qu'il s'agit d'un des plus rares, parce qu'il est particulièrement agressif et qu'il attaque directement un organe vital, le pancréas, et qu'il passe très vite dans un organe proche, le foie, et cela en amenant donc des cancers secondaires. Il s'est trouvé que papa, je suis désolée de dire papa, je peux pas dire mon père en ce moment, enfin de temps en temps, a donc eu un cancer au pancréas, avec d'emblée des traces métastatiques au foie, et alors qu'il avait la meilleure chimio possible pour ce cancer, Fulfurinox, je crois qu'on l'appelle, ou 5FU, là, FU. Je ne suis pas devenue une chercheuse en oncologie, mais bon, j'ai été chercher quand même. La tumeur au pancréas a un peu régressé au début, mais les métastases n'ont jamais vraiment suivi nos souhaits et nos voeux. Et déjà, quand un cancer de ce type est métastasé, surtout au foie, surtout que les métastases étaient dans des endroits très différents du foie, on sait que l'issue est fatale parce qu'on ne peut pas opérer. Et parce que les opérations sont très lourdes. Donc, on a su, pas exactement le 19 août dernier, mais très rapidement, que papa vivait ces derniers mois, on espérait ces dernières années. Il a donc vécu presque 11 mois après l'annonce de ce diagnostic, ce qui est une explosion absolue. Et je dois avouer que j'en suis assez fière de l'espérance de vie au diagnostic d'un cancer au pancréas qui est de 5 mois. Je vous mets aussi en description un lien vers une association pour la recherche pour traiter le cancer au pancréas, qui reste un cancer relativement rare, en grande augmentation. On est persuadé qu'il s'agit dans son cas d'un cancer environnemental lié aux pesticides, notamment des vignobles. Voilà. Donc ça c'est... Voilà. Et puis il est donc décédé mercredi, après une dégradation très rapide. Alors la dégradation elle est lente, et on en voit des petits signes et on ne sait pas forcément les interpréter. Il y en a que l'un va repérer, l'une, et puis quand on discute, on voit que pas mal de choses se passent. Il a eu des jours évidemment très inquiétants, et on a eu des étapes difficiles au niveau de sa santé. Mais on a eu la chance de pouvoir accompagner mon père quand il est parti, en étant ma mère et mon petit frère avec lui, et dans la plus grande des douceurs. Il a pu voir sa mère, ma grand-mère, avant de partir aussi. Donc là, et toute cette année, grâce au Covid, parce que pourtant ce n'était pas un grand planificateur, mais il a quand même su nous organiser une pandémie mondiale pour que je puisse donner mes cours en ligne et revenir à la maison et passer cette année avec lui. Et donc j'ai fait beaucoup de popotes, puisque s'agissant d'un cancer digestif, c'est hyper important.
j'ai pas trop envie de vous donner des détails comme ça de santé, des kilos perdus, enfin de l'amaigrissement subi, de tout ce qu'amène ce genre de maladie. C'est difficile. C'est un cancer qui est douloureux, avec lequel il a été, par rapport auquel il a été très courageux. Il s'est passé des choses assez fabuleuses cette année. Fabuleuses et très heureuses. On aurait aimé en vivre plus et plus longtemps. Et puis là, on a des regrets. On se dit, ah, mais oui, mais on n'a pas fait ça. Ou ça aurait été mieux. Et on aura forcément des regrets. Parce que même quand on a fait pour le mieux, on a forcément, on aurait encore pu faire mieux. Parce que ça, c'est la vie. Hein. Et la mort met un terme aux espérances. On aurait... mais j'ai eu vraiment cette chance de pouvoir partager beaucoup de moments avec lui ces derniers mois et de le voir évoluer. Alors il avait déjà beaucoup évolué ces dernières années, je dirais à peu près ces 10 dernières années, à la louche, hein. Donc papa avait 59 ans depuis mars, et il y a eu vraiment des choses fabuleuses qui se sont passées dans la façon dont il a su s'ouvrir plus et même pas mal à ses enfants et à ma mère, et même gagner en douceur, gagner, j'ai envie de dire, en tolérance, mais on dira même en bienveillance. Bon, il a su nous dire au revoir, ce qui était loin d'être gagné hein, sur une période comme ça, et même s'intéresser beaucoup plus à nous et à ce qu'on faisait. Par exemple, c'est une année où donc mon père a découvert ces derniers mois le YouTube littéraire, le Littératube. Donc il a vu quelques vidéos de Book and Chill, on a vu des vidéos de François Beau ensemble, des vidéos d'Arnaud de la Côte, on regardait régulièrement le soir en prenant le dessert, on disait ah mais alors comment va Mylène aujourd'hui? Et zoom, on a mis du Mylène Tournier, les vidéos aussi de Gracia Beggiani, enfin c'est, on est, voilà, alors parce que ce sont mes sociabilités, j'en suis très heureuse, mais voilà, il a vraiment... Alors, bon, on n'a pas tout regardé, binge-watché le Littératube non plus, hein, mais c'est quelque chose qu'il a suivi un peu et découvert cette année avec attention, plaisir et oui, beaucoup d'intérêt. Beaucoup d'intérêt et c'était vraiment, vraiment de beaux moments qu'on pouvait passer comme ça aussi à regarder ce qui se passait sur YouTube, aussi du YouTube de gauche, Usul, le Bouzeux et d'autres, mais surtout Usul et le Bouzeux. Et pas mal de choses comme ça. On a écouté beaucoup de musique. Et papa s'est remis à lire des livres. Alors, c'était un grand collectionneur de bandes dessinées, très grand collectionneur de bandes dessinées. Et il reste... mais il avait été un grand lecteur de romans, alors des grands classiques du 19e, dans son adolescence, un fanatique de Jack London. C'est lui qui m'a fait lire London, hein, très clairement. Il m'a aussi fait lire Ellul. Et là, bah, c'est un peu moi qui lui ai fait lire pas mal de choses. Alors pour la commune, ça lui a beaucoup beaucoup plu, que c'est pour ça que je l'ai autant fait. Mais que je parle de la commune et que je fasse la montée au mur. Il a pas eu le temps de lire Les souvenirs d'une morte vivante, je pense que ça lui aurait plu. Il a trouvé que Valais c'était difficile pour l'insurgé, mais il a vraiment aimé L'Enfant et le Bachelier. Il a lu un peu de Louis Michel, je sais même plus ce qu'il a lu. Il devait commencer Volodine, mais c'était un peu rude, enfin... Et là, je sais plus, il a lu l'histoire du jeu vidéo en France d'Alexis Blanchet et d'un co-auteur, dont là, tout de suite, j'ai oublié le nom. Pas mal de choses, et puis parfois même très vite, avec pas mal de plaisir. Alors ça dépendait des périodes hein, d'hospitalisation, de forme, de chimiothérapie, et de comment tout cela a pu se dérouler. Hein. Et ça n'a pas toujours été une priorité. Là aussi, on a beaucoup aussi parlé de littérature et de ce que je peux faire d'un point de vue universitaire, de recherche, des projets, mais aussi mes propres textes. Il a commencé à lire mon blog cette année, ce qu'il avait très très peu fait. Il y a quelques textes sur lui dans le blog, mais très peu et avec pas mal de respect pour sa pudeur. Et donc en fait, j'ai très peu écrit le cancer cette année. D'abord parce que c'était presque impossible. Et ensuite parce que c'était une chose qu'il craignait. De parler
alors entre nous on en a beaucoup parlé, mais de publier sur le cancer. Bon, enfin les autres livres là m'échappent un peu. Mais j'ai un rapport à la recherche et à la littérature, bon, qui me vient aussi de ma mère, hein, qui a fait des études de lettres avant d'être infirmière, mais mon père m'a apporté des choses assez spécifiques et dont on a étonnamment beaucoup parlé. Bon, puisque mon père était ma grande personne préférée, on a eu une amitié et une complicité assez rare dans une relation père-fille. On s'est énormément parlé, cette année encore plus, mais même avant la maladie. Et là, je sais qu'il va beaucoup me manquer. Alors, je dirais que déjà, il a quelque chose, il a mis quelque chose en place, étrangement pas à partir de livres, mais d'un dessin animé que j'aimais beaucoup petite fille, qui était La Belle et la Bête. Le Disney, hein, parce que, voilà, hein, la Belle, elle a les cheveux marrons, les yeux marrons, et beaucoup de livres, donc la projection était totale. Et je me souviens lui avoir demandé pourquoi dans le dessin animé la Belle est en bleu alors que tous les autres sont en marron. Et il y a Gaston qui est en rouge. Et il a eu cette réponse qui, en fait, je pense, dont je me suis souvenue, donc qui a germé, qui était qu'elle, elle était en bleu parce qu'elle était différente des autres, qu'il fallait qu'on remarque qu'elle était différente. Et en fait, ainsi, mon père a placé ce germe d'un rapport entre fond et forme. Et donc, m'a montré qu'on pouvait dire des choses par la façon dont les choses étaient représentées. Et ça a été vraiment alors, je me souviens d'une épiphanie complète à ce moment-là. Et c'est un truc mais qui évidemment m'a rendu... Enfin, que je me plais à imaginer comme étant à la source de mon goût pour les questions formelles en littérature et pour les questions d'esthétique. Mais qui, donc pour le coup, c'est venu très tôt, ces questions-là. Et mon père n'a pas du tout une formation littéraire, mais pouvait avoir régulièrement des réflexions sur le style, le ton, les tonalités. C'était quelqu'un d'aussi très cinéphile, qui aimait beaucoup la musique, surtout le blues. Enfin, donc, il y avait tout ça. Bon, il faisait un truc avec les dessins animés qui était quand même assez rigolo. On regardait sa cartoon le dimanche soir, hein, ceux qui signaient la fin du week-end. Et je pense vraiment qu'il y a quelque chose du cartoon qu'on retrouve jusque dans ma démarche, en fait, ou dans mes grimaces. Mais les grimaces, ça, c'est de famille. Hein. Quand je regarde, ma grand-mère, mes cousines, on fait les mêmes grimaces. J'aime bien. Et, et on en avait gardé en VHS, sauf que je l'ai regardé avant de pouvoir lire les sous-titres. Et en fait, mon père, de temps en temps, m'inventait les sous-titres et je savais que c'était pas bon. Mais donc, il nous trollait, mon petit frère et moi. Il inventait, il nous faisait rire et en même temps, il débordait d'inventivité et de créativité. Tout en étant un grand taiseux. Et ça, ce sont vraiment des moments heureux, même si ça me mettait en colère quand j'avais 4 ans. Mais en fait, c'est absolument adorable. Je ne sais plus ce qu'il a inventé, mais je savais que c'était pas les bons sous-titres. Et ça, voilà. Alors lui-même a une formation d'ingénieur, avait une formation d'ingénieur et était développeur de logiciels, souvent axé autour de la 3D. Donc aussi, c'est quelqu'un qui était passionné par le dessin, sous pas mal de formes, et donc aussi par les calculs et l'informatique. Il était autodidacte en informatique. Et ça a une importance, parce que le fait qu'il se soit auto-formé lui a aussi forgé un certain caractère. Alors je pense qu'il l'avait quand même eu assez tôt, avec un sens de la répartie assez dingue. Et bon, je sais que j'ai pas mal repris l'humour paternel, mais il n'est pas toujours apprécié. Il contient un peu d'humour berrichon, pas mal de Zappa, dont il était archi fan. Et beaucoup de décalage. C'est un humour très très décalé, l'humour qu'avait mon père. Et ça va aussi avec le souci de se forger une forme de singularité, non pas parce qu'il s'agit de se distinguer. Ça n'intéressait pas beaucoup, et c'est quelqu'un qui aurait aimé avoir une plus grande sociabilité, je pense, mais qui ne savait pas trop comment faire.
et qui a su justement être beaucoup plus sociable ces 10 dernières années, et particulièrement cette année. Ça, c'est une chose qui m'a beaucoup répété ces derniers mois, qui ne se rendait pas compte à quel point sa maladie n'était pas juste un événement individuel, mais que c'était un événement qui avait une dimension sociale et qui impliquait en fait un collectif autour de lui, et pas uniquement familial. Et ce collectif, je me suis efforcée de vraiment le mettre en place, de le maintenir, voilà, et bon, c'était chouette, et ça, je pense que ça lui a fait beaucoup de bien d'avoir ces dimensions-là. D'ailleurs, là, je reçois énormément de mots du monde entier, de gens très différents, et j'en suis énormément touchée. Je pense qu'il en serait aussi beaucoup touché. Je vous remercie. Et voilà, donc ça fait partie des choses qui sont touchantes. Donc il avait ce souci donc, de tracer une singularité, pas donc par goût d'une distinction, mais pas par ambition, parce qu'il aurait pu... voilà. Et en fait, c'est quelqu'un qui a travaillé en indépendant pendant 30 ou 35 ans, plutôt 30 ans, puisque il était salarié à ma naissance. Et d'abord, en fait, c'était en attendant un nouveau job. Écoutez, ce nouveau job n'est jamais arrivé. Par goût des dimensions techniques de son travail, c'est quelqu'un qui voulait continuer à coder, à développer. Et aussi par une volonté farouche qu'on ne l'emmerde pas, et de pouvoir faire ce qu'il voulait. Et ça, c'est la dimension, on va dire, anard individualiste de mon père, qui a aussi une dimension anarchiste politique assez marquée. Alors, c'est notamment lui qui m'a fait lire Jacques Ellul, hein, très clairement, mais ce n'était pas un théoricien politique, ça pas du tout. Et ça, c'est ça vraiment que je peux retrouver dans ma recherche, avec des choses qui sont de la conscience professionnelle, notamment par rapport aux collègues, étudiants pour moi, lui donc client collaborateur. Il a essayé de travailler encore le samedi avant sa mort, hein, il n'y arrivait pas pour un rendez-vous le lundi. Il a eu longtemps l'ordinateur dans sa chambre d'hôpital, il a répondu à des coups de fil, il a eu un rendez-vous téléphonique de 2 heures le vendredi avant sa mort. Je ne sais pas si c'est bon ou pas, mais en tout cas, c'est comme cela qu'il a fonctionné. Et en fait, avec cette idée de toujours se demander, mais qu'est-ce que je veux exactement ? Qu'est-ce que je veux ? Qu'est-ce que je veux faire ? Pourquoi je veux le faire ? Qu'est-ce que ça va m'apporter ? C'est très pratique quand on se dispute. Et pour essayer de mettre la vexation de côté, ou se dire qu'en fait cette vexation est vraiment importante, et que donc on veut autre chose. Mais pour apprendre à définir, là il m'a pas mal coaché en fait à ce niveau-là. Et lui, ce qu'il voulait, c'était quand même globalement faire des choses marrantes. Alors je ne sais pas si c'est marrant pour tout le monde, mais donc développer des logiciels en fait qui pensaient pas comme des monades, parce que c'était dans un domaine quand même souvent artisanal, industriel. Enfin d'ailleurs, il changeait de secteur d'activité tous les 5 ans en moyenne, presque 10 ans pour le dernier, donc vignoble. Voilà. Ce qu'il faisait, c'est qu'il développait des logiciels qui permettaient à des tracteurs de faire de la plantation de vignes de façon automatique par guidage GPS. Mais il a aussi travaillé en collaboration avec les monuments historiques pour faire du levé de façade. C'est le prototype, c'était Chambord, le château de Chambord. Il en était extrêmement fier, même si ça s'est pas très bien fini professionnellement. Il a pu bosser très peu de temps chez Dassault, mais il n'aimait pas bosser pour l'armement. Il a bossé sur Nedarian 5. Il faisait de la CAO, de la conception assistée par ordinateur. Donc voilà, les robots comme ça, pour aider en fait à concevoir les robots des chaînes de montage, des choses de cet ordre-là. Donc des choses quand même très pointues, où il faut être malin, où il faut réfléchir à ce qu'on veut. Il aimait que ça lui pose des questions techniques, mais aussi donc, en fait, conceptuelles, des problèmes de géométrie. Et en fait, et en ayant toujours une dimension très théorique et une dimension très pratique. Alors c'est clairement pas le plus grand mathématicien du monde qui est parti, hein, mais c'est quelqu'un qui est quand même sorti aussi donc d'une école d'ingénieur, a fait sa prépa, qui gardait ses cours de maths. On a toujours ses cours de maths à la cave, hein, qui de temps en temps allait les voir, qui
pensé en mathématiques, hein, mais avec donc le souci d'une utilité immédiate et finalement son métier lui a permis peut-être, je pense, de comprendre quelque chose du réel en voyant le réel comme, alors dans des points très précis, hein, comme des énigmes à résoudre et qu'il pouvait résoudre en apportant une solution technique, ce qui n'est pas très Jacques Ellul en fait. Mais bon, ça on en a pas mal discuté poétiquement, c'est aussi un métier qui pose des questions intéressantes. Euh, Lui, il était tout seul, hein, il a eu quelques stagiaires, mais très très peu, pas d'employés, pas de collègues, des collaborateurs de temps en temps. C'est très très étonnant comme façon de travailler. Et ça fait aussi qu'il a travaillé à la maison, ce qui n'est pas toujours facile, hein, même pour la famille, très tôt. Et donc ouais, je pense que mon côté casanier en vient pas mal. Et ça travaille aussi une forme d'indépendance qui va avec cet humour un peu caustique, un peu étonnant, un peu décalé. Et voilà, et c'est pour lui la question était toujours quel est le projet, pourquoi on fait ça, et donc comment on peut le faire. Toujours. Ces derniers mois, il a moins mis de projets sur la table, hein, il a arrêté les longs projets parce que il savait, il n'a pas interrompu ce qu'il était encore en train de faire. Il savait que les échéances étaient quand même plutôt courtes. Mais il y a. Et avec cette idée de on lance un projet, et peut-être qu'à un moment ça marchera, peut-être pas, mais c'est pas grave, on lance plusieurs projets. Ça, c'est quelque chose qui me fait beaucoup de bien pour ces questions académiques, parce que, alors, voilà, il y a pas mal de choses dans l'univers académique qui collent pas du tout à la façon dont il a pu travailler. Puis lui, c'était le type qui prenait sa bagnole pourrie, de toute façon, les bagnoles, c'était pas son truc, avec l'ordinateur, les câbles, la cotte et les bottes dans le coffre. Mon père a refusé de mettre une cravate, je crois, même à son mariage, hein, c'était pas le délire, pour se retrouver dans un champ et en bord de champ et corriger les bugs et trouver une solution technique parce que le tracteur il avance pas et qu'il y a 30 personnes qui attendent, quoi. Mais ça, c'est ça qui lui plaisait. Alors c'est sûr qu'en LED, j'ai pas cette utilité immédiate, mais cette question de. On l'a sur d'autres questions, hein, mais de. Hop, il y a un problème, comment on va le résoudre, comment on fait, c'est quelque chose en fait qui peut nous parler pas mal et on en a énormément parlé. Et pas seulement ces derniers mois. De ces questions-là et je lui dois énormément, même dans la façon dont je vois la littérature. Parce que si je dis bon, que finalement il s'agit d'ouvrir le capot et de voir comment est fichu le moteur, moi je ne suis pas garagiste, mais ça c'est bien une façon de penser de fille d'ingénieur finalement. Et d'ingénieur main dans le cambouis, pas d'ingénieur manager. Ça, ce sont des choses vraiment étonnantes et avec aussi des gens avec lesquels il aimait travailler et d'autres moins. Et il était capable, parce qu'un projet l'intéressait, de travailler avec des gens moins sympathiques, et parce qu'un projet ne l'intéressait pas plus que ça, mais que les gens étaient sympas, travailler avec eux, mais ne pas travailler avec des gens aussi parce qu'ils n'étaient pas sympas. Et ça, en fait, sur une dimension collégiale, même s'il travaillait seul, est vraiment un truc que j'ai aussi retenu et beaucoup approfondi ensuite avec mon expérience académique et Renan. Parce que Renan théorise beaucoup ces questions-là. Alors c'est super dur de parler de lui et de ce qu'il a pu, d'à quel point il a pu m'apporter des choses hein, cette année. Et au-delà, en littérature, parce que, bon, mais c'est. Voilà, je sais qu'il était fier de moi, qu'il était fier que finalement, les lettres, c'était pas le choix qu'il aurait fait pour moi, mais il était très fier de cette dimension littéraire qu'il n'avait pas bien comprise et il m'a posé beaucoup de questions sur comment on fait une dissertation. Il avait des souvenirs malheureux de prépa. Et de savoir si c'était vraiment à la tête du client la dissertation, bah évidemment que non. Mais que c'est plus compliqué, que c'est compliqué à expliquer et à expliciter. Il était aussi quand même assez intéressé par la pédagogie, par la façon dont les choses pouvaient être enseignées. Et tout simplement, il nous a apporté vraiment, vraiment beaucoup d'amour. Sans toujours être capable de le dire. Mais on se sait.
je suis désolée, je suis pas capable de faire autre chose aujourd'hui. Je vous dis à bientôt.